Voilà, donc on va changer maintenant de virus, hein. On passe au virus de l'hépatite E avec Pierre Gallian, qui est de l'établissement français du sang, et qui a énormément travaillé sur les 10 dernières années sur l'hépatite E en transfusion. Bonjour à tous, merci Philippe de me donner donc l'occasion de présenter les données épidémiologiques colligées chez les donneurs de sang en France au cours de ces dernières années. Alors tout d'abord, quels sont les éléments qui font que le virus de l'hépatite E présente un intérêt en transfusion sanguine si on s'intéresse au risque de contamination qu'il peut constituer? Il y a une composante chez le donneur qui vont donc être prélevés. Et les deux éléments essentiels à prendre en considération, c'est la possibilité de ce virus, qu'on puisse le prélever pendant la période asymptomatique, pendant une période asymptomatique. Or, le virus de l'hépatite E est dans soit plus de 80 à 90%, voire 98% des cas asymptomatiques. Et donc, ça permet de prélever un donneur de sang au cours de cette phase et il va échapper à la barrière de l'entretien médical pré-don qui permet d'éliminer les donneurs de sang qui présentent des signes cliniques infectieux. L'autre composante importante de ce virus, c'est qu'il y a des durées de virémie qui sont non négligeables, puisque les virémies peuvent durer de 1 à 2 mois. La durée maximale qui a été publiée, je crois que ça a été 4 mois dans un cas de donneur de sang. Si on s'intéresse au risque chez le receveur, eh bien, il y a un risque qui a été objectivé dans certaines sous-populations à risque, pour lesquelles on peut voir apparaître des hépatites chroniques. Et ces populations à risque sont des patients immunodéprimés, avec au premier chef des transplantés, mais aussi des patients qui sont en oncohématologie, qui sont sous traitement immunosuppresseur. Et donc on voit que cette population à risque, eh bien, ce sont essentiellement des patients transfusés, et transfusés de manière assez importante. L'autre risque chez des receveurs, l'autre risque d'avoir des formes d'hépatite chronique, ce sont des patients pour lesquels souffrant de pathologies hépatiques préexistantes, avec des formes sévères, par exemple d'hépatite alcoolique. Ce risque a été objectivé dès le début des années 2000 avec des cas de contamination transfusionnelle qui ont été rapportés dans la littérature. Les premiers cas ont été au début des années 2000, en 2002, avec des cas au Japon qui ont été publiés plus tard en 2004. Les premiers cas en Europe ont été rapportés en 2006. Le premier a été en Angleterre, au Royaume-Uni, et le deuxième à Marseille par l'équipe de Philippe en 2006. Sur la période 2006-2016, nous avons fait un travail où on a colligé l'ensemble des cas de contamination transfusionnelle avérés avec des preuves de biologie moléculaire, des comparaisons de souches génomiques incontestables. Et bien, sur cette période de 10 ans, il y a eu 23 cas avérés qui ont été identifiés par les données d'hémovigilance. L'ensemble des virus ont été génotypés. Il s'agit essentiellement, principalement du génotype 3. Et parmi ces 23 cas, 9 ont fait l'objet de case report dans la littérature. On retrouve les facteurs qu'on a vus précédemment avec des receveurs immunodéprimés, puisque parmi ces 23 cas, il y avait 9 transplantés et 9 patients souffrant d'hémopathie. Tous les produits sanguins disponibles sont impliqués dans ces cas de contamination, puisqu'il y a eu 7 contaminations liées à une transfusion de concentré de globules rouges, 9 cas de contamination liés à des transfusions de produits de concentré plaquettaires, et 9 cas liés à des contaminations par des plasmas. Avec une donnée importante, c'est que parmi ces plasmas, certains étaient traités par un procédé d'inactivation des pathogènes qui est un traitement par solvant détergent. Et ce sont ces éléments-là qui nous ont amenés à mettre en place, puisque le plasma par solvant détergent est un produit qui était fabriqué par l'EFS à partir d'un pool de 100 plasmas. Et à l'issue de ce poolage, on aboutissait à la production de 250 à 300 produits. Donc on risquait d'introduire à partir d'un donneur contaminé le risque de contaminer 200-300 receveurs. Et donc ça a conduit l'EFS, dès les premiers signalements que ces produits pouvaient transmettre ce virus, à mettre en place un dépistage en décembre 2012 de ce virus systématique sur les plasmas en entrée de matières premières pour la fabrication du plasma par solvant détergent.
Donc on va voir maintenant les données de prévalence issues de ces dépistages à travers donc essentiellement du dépistage sur du don de plasma qui a été réalisé initialement avec une technique commerciale, avec une trousse de diagnostic, la PCR Altona, qui avait un seuil de sensibilité de 23 unités internationales par millilitre. De décembre 2012 jusqu'à octobre 2014, le dépistage s'est fait en pool de 96 échantillons et servait donc à qualifier le plasma traité par solvant détergent. Puis en fin 2014, l'usine de solvant détergent a dû fermer et de novembre 2014 jusqu'à maintenant, eh bien, c'est les plasmas produits par une autre filière qui est la quarantaine ou un traitement par procédé d'inactivation des pathogènes qui s'appelle la Motosalem, le traitement produit par Cérus. Et sur cette période-là, le DGV a été fait en pool de 6 échantillons. Donc 2 périodes différentes avec la même technique, avec des tailles de pool différentes. Et puis, troisième élément pour apprécier la prévalence de l'ARN du VHE, en juillet 2015, dans le cadre d'un marché compétitif entre les fournisseurs d'automation de dépistage du génome viral, eh bien, on a conduit des études de prévalence en test unitaire dans 2 régions. Les résultats sont les suivants. Donc, concernant la période où le dépistage s'est fait sur le solvant détergent, en pool de 96, vous voyez que sur la période du 1er décembre 2012 à mi-octobre 2014, ce sont 86 000 dons qui ont été testés, parmi lesquels 35 ont été positifs. Donc ça fait une incidence de 1 don infecté contenant de l'ARN du virus pour 2400 dons prélevés. Là, j'ai mis pour mémoire les données d'un papier qui avait été publié sur le retour d'expérience de la première année de dépistage, qui donne des chiffres à peu près similaires, 1 pour 2200 dons prélevés. Par la suite, à la fin de l'arrêt de la production du plasma ASD par le FS, une partie, donc les données épidémiologiques donc, issues ont montré une disparité géographique, puisque quand on a regardé un petit peu les différences de prévalence en ARN entre les établissements du sud de la France, eh bien on avait quasiment des taux qui étaient 2 fois plus importants, avec 0,072% versus les établissements du nord de la France avec 0,037%. Sans que ça soit tout à fait significatif, mais c'était déjà une indication d'une circulation plus importante sur le pourtour méditerranéen. La deuxième période donc, de test a été faite sur des poules de 6 échantillons, donc c'est les résultats de la période de novembre 2014 à novembre 2017, donc 3 ans de tests qui ont été réalisés. Ça représente environ 193 000 échantillons testés, pour lesquels 190 dons positifs porteurs d'ARN viral ont été dépistés. Et donc ça a porté la prévalence à 1 pour 1000, environ 1 pour 1000 dons prélevés, avec une signification nationale un peu moins importante, puisque pour des raisons organisationnelles, l'ensemble des régions transfusionnelles n'avaient pas collecté du plasma testé. Troisième élément pour appréhender donc la prévalence de l'ARN chez les donneurs de sang, ça a été donc l'étude de comparaison des chaînes de DGV disponibles. Donc on a comparé la trousse Cobas HEV qui était disponible sur le Cobas 6800 versus la trousse Procleix disponible sur le Panther et commercialisée par Grifols sur 2 sites, le Cobas à Bordeaux et le Panther à Marseille. Un peu plus de 5200 dons unitaires ont été réalisés. Parmi ces 5200 dons, on a retrouvé 7 positifs, avec des charges virales, pour le coup, majoritairement faibles, donc pour lesquelles on ne connaît pas la signification en termes de risque infectieux. Cette étude aussi a été l'occasion d'affiner la sensibilité analytique de ces 2 trousses, et on a pu démontrer que l'une et l'autre avaient une sensibilité analytique de 12 unités internationales par millilitre. Ça a été aussi l'occasion de regarder un petit peu dans les 2 régions donc,
de Bordeaux et de Marseille, dans les deux établissements qui ont réalisé ces analyses. La prévalence, en réalisant donc les tests annuitaires, donc on voit au global que la prévalence dans ces deux régions était de 1 pour 800 dons, en réalisant le test annuitaire. En regardant sur une période antérieure, pour ces deux régions en poule de 6, cette prévalence était de 1 pour 1500 dons qu'on prélevait. Et en regardant sur une période encore plus antérieure, en 2012-2014, quand le dépistage était fait en poule de 96, la prévalence était à peu près similaire de 1 pour 5000 dons collectés. Donc au global, on est sur des prévalences en France qui se situent entre 1 pour 1000 ou 1 pour 2000 dons prélevés, ce qui doit correspondre à peu près à ce que l'on doit retrouver aussi en population générale. Quand on compare ces données à la littérature avec les pays étrangers, on est déjà frappé par une grande variabilité entre les différents pays, puisqu'on a des variations de prévalence d'ARN qui varient avec un facteur 20, avec une prévalence qui est de 0,007 dans le pays de James Bond, de Sean Connery, c'est facile à retenir, et on arrive à 0,15% chez nos voisins hollandais, avec des taux qui sont assez variables. La France se situant plutôt dans la fourchette plutôt élevée de prévalence en ARN. Mais bon, ces études aussi ont de nombreux biais, puisque vous voyez, les études ne sont pas faites de manière tout à fait similaire, puisque la taille des poules varie de l'unitaire à des poules de 96, pour lesquelles on peut imaginer aussi que la capacité de détecter est beaucoup moindre. La Hollande a un taux... La France passe de 0,037 à 0,15%. Où ça? Entre les deux études hollandaises. Oui. Oui. Donc ces éléments concernant donc la prévalence de l'ARN viral ont été complétés par une étude nationale qui a été réalisée en 2012 pour préciser la séroprévalence des porteurs d'anticorps IgG contre le virus de l'hépatite E et avoir une étude de séroprévalence nationale. Donc il y a eu un peu plus de 10 500 donneurs de sang qui ont été enrôlés en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins. Et donc ça donne le tableau suivant avec, vous le voyez, en fonction de l'intensité de la coloration, des taux de prévalence élevés. Ces taux de prévalence sont très disparates en fonction des régions géographiques, puisque les taux varient de 8% ici en Haute-Loire jusqu'à 86% ici en Ariège, avec une séroprévalence moyenne au niveau national de 22,4%. Les régions les plus impactées sont des régions qui avaient déjà été identifiées au préalable par les études menées par l'équipe de Toulouse de Jacques Isopé, avec la région Occitanie, l'actuelle région Occitanie, la région PACA-Corse, aussi a des prévalences aussi très élevées, et la région de l'Est. Par contre, on s'attendait à retrouver des prévalences élevées en Bretagne, qui est un pays d'élevage porcin. Eh bien, ce n'est pas le cas, donc ça a été un élément de surprise par rapport aux facteurs de risque liés à la promiscuité avec les élevages porcins. Donc au cours de cette étude, il y a un questionnaire qui avait été posé à chaque donneur de sang et un certain nombre d'éléments ont pu être retrouvés comme étant des facteurs de risque d'exposition à l'infection du VHE qui sont des éléments classiques, la consommation de viande de porc, la consommation de saucisses de foie de porc, la charcuterie, la consommation d'abat, mais aussi, de manière assez intéressante, la consommation du riz, d'huîtres ou de fruits de mer, qui laisse à penser qu'il y a peut-être un mode de contamination par les eaux usées qui peuvent contaminer les estuaires. Un élément important aussi de cette étude est que la consommation d'eau en bouteille était associée avec des taux d'IgG plus faibles. De manière significative, mais donc c'est intéressant à noter, ça laisse en perspective aussi que éventuellement les eaux de boisson peuvent être une source de contamination.
Un point aussi important, c'est que parmi la population étudiée, il y avait un peu moins de 10% des donneurs de sang qui ne présentaient aucun risque alimentaire, qui laisse bien évidemment la porte ouverte à d'autres sources de contamination qui restent à identifier. Quand on confronte un petit peu les données, les données obtenues aux données de la littérature, eh bien là aussi on a une très grande hétérogénéité à travers les pays, et on a aussi une très grande hétérogénéité à l'intérieur d'un même pays, comme on l'a vu pour la France. Ça se traduit par exemple par des prévalences au Royaume-Uni qui vont de 5% en Écosse et 5% en Irlande, et puis pour à l'intérieur du même pays, on est à 10% en Angleterre et 7% en Pays de Galles, 2 fois, 3 fois plus. Quand on regarde l'Italie, la région du Latium, qui est où se trouve la ville Rome, 9%, la région des Abruzzes, qui est juste derrière les montagnes qui sont derrière Rome, 46%. Alors, toutes ces études, par contre, sont toutes réalisées avec la même trousse, donc elles sont assez comparables en termes de résultats. Là aussi, on voit qu'il y a un facteur 10 de variation entre les prévalences les plus faibles observées, 5% en Écosse et 52% dans la région toulousaine. Donc tout ceci, ça rend le virus de l'hépatite E assez intéressant à étudier, parce qu'il y a énormément d'éléments de compréhension à avoir pour essayer de comprendre cette diversité d'imprégnation dans la population. Donc en conclusion, bien, le virus de l'hépatite E circule en France de manière autochtone, de manière abondante, avec des taux de prévalence qui se situent entre 1 pour 1000 et 1 pour 2000 en ARN viral. Il y a environ un quart de la population qui a rencontré le virus de l'hépatite E, qui a des taux d'anticorps, qui pose le problème aussi de savoir si ces taux d'anticorps ont un rôle protecteur. Et quel est le titre des rôles quel est le titre qui peut être protecteur, puisqu'il existe un vaccin. Le questionnement en transfusion aussi vis-à-vis de l'hépatite E est de savoir s'il existe une dose minimale infectieuse, puisqu'il y a un certain nombre d'études qui montrent que, au décours de contamination par des produits sanguins, eh bien, les receveurs de produits sanguins ne sont pas systématiquement infectés. Et donc il y a vraisemblablement une dose minimale qui reste à préciser, qui est assez difficile à obtenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. L'ARN est implémenté systématiquement dans le don du sang en France? Non, c'est en réflexion. J'ai oublié de le dire. On en est à l'heure actuelle sur une réflexion au niveau des autorités sanitaires, avec plusieurs éléments de réflexion. C'est doit-on le mettre en place en systématique sur tous les dons de sang, ou sur une partie des dons de sang pour avoir des produits avec la mention VHE négatif, et pour les distribuer et les transfuser uniquement aux populations à risque. Et l'autre élément, c'est doit-on réaliser ce dépistage en unitaire, ou peut-on le faire avec des poules, et quelle taille de poule est acceptable. Et là, c'est en relation avec la problématique de la dose minimale infectieuse. Les conséquences cliniques de ces transfusions d'hépatite E? Il y a eu des morts en Allemagne. Oui, il y a eu Alors, il y a des hépatites chroniques qui sont mises en évidence. Alors, l'hépatite chronique, mais il y a un élément qui est important que je n'ai pas pu préciser parce que j'étais dans l'épidémio, c'est que la ribavirine est un traitement qui est efficace dans 80% des cas. Et nous, dans la cohorte française que l'on a eue, on n'a eu aucun patient souffrant d'hépatite chronique. Alors, l'hépatite chronique, c'est 6 mois, c'est un portage d'ARN au-delà de 6 mois, et aucun de ces patients n'a été résistant à la ribavirine. Tout s'est traité. Un case report allemand dans lequel, à partir d'une dose infectieuse, il y a eu en fait un mort et des gens qui ont fait des hépatites chroniques sévères sur des patients en chimiothérapie pour des maladies hématologiques. Est-ce qu'on peut demander sur des patients immunodéprimés, est-ce que le sang peut être screené pour être sûr, comme pour le CFB? Alors, je suis allé un petit peu vite parce que j'étais limité sur l'épidémiologie.
La stratégie du screening que l'on maintient actuellement sur une part du plasma que l'on produit est destinée à ça, c'est pour avoir une offre en plasma VHE négatif. Et donc ce type de produit est mis à disposition des praticiens. Et pour les poches de sang? Alors on attend la décision de généralisation. Et au cas par cas, est-ce qu'on peut l'avoir ou pas? Au cas par cas, non. Non. Le plasma, oui. Plasma. Le plasma, oui. Moi j'avais une question sur l'épidémiologie qui me trotte. Que... Pourquoi le plasma? Je m'excuse, parce que le plasma est le produit qui, en fait, différentes études montrent qu'en fait, le virus qui va amener à la contamination est le virus qui est présent dans le plasma. C'est-à-dire qu'un concentré de globules rouges avec un volume résiduel de plasma relativement faible a une chance sur 2 de contaminer. C'était une étude de Patricia Hewitt, un Lancet de 2014. Alors que le plasma, c'est un gros volume, il y a 200 ml de plasma, et 100% des cas, on contamine avec du plasma. C'est pas de vue épidémiologique, parce qu'on est quand même intrigué par cette prévalence allant de 30 à 40% dans la population. Est-ce que réellement il y a eu des études qui ont été faites dans les autres boissons? Là, il faut parler, il faut dire. Alors, il y a des études qui sont faites et il y a eu des éléments qui n'ont pas été réellement publiés qui ont démontré que les eaux de boisson pouvaient être la source de contamination. Il y a eu un cas en 2015 dans le Cantal où il y a eu, dans un petit village qui était desservi au fin fond de la campagne, le réseau de l'alimentation a été coupé. Et donc il y a eu un système de siphon qui s'est fait avec un réservoir qui était infecté par l'hépatite E. Et donc il y a eu une micro-épidémie de gens qui ont été infectés dans ce petit village. Et c'était lié à l'eau. Et est-ce que dans les eaux en bouteille, les eaux commercialisées, est-ce qu'il y a déjà eu des études faites? Je ne crois pas, non. Pour une bonne et simple raison, c'est que les eaux qui sont commercialisées, les eaux embouteillées, la captation se fait en profondeur, se fait à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc on est très loin des nappes phréatiques qui sont vraisemblablement le réservoir, qui sont souillées par le réservoir animal, par les sangliers. Et donc on est très loin Sur les rôles protecteurs, est-ce qu'il peut y avoir une réinfection? Ça a été démontré par le virus E? Oui. Oui.